Des hommes racistes agressent un ancien combattant noir de 78 en mai. Il ne se doutait pas de ce qui allait se passer après l'appel téléphonique passé à son ancienne escouade. Du sang coulait du coin de la bouche de Walter Davis alors qu'il s'appuyait lourdement sur sa canne en bois poli. Les 3 hommes devant lui riaient, le plus grand d'entre eux tenant le chapeau militaire qu'il lui avait arraché seul du petit café. Les morceaux de ce qui était autrefois une tasse fumaient encore du thé que Walter n'avait pas eu le temps de finir. « Je crois que tu t'es perdu, vieil homme. Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi », a dit l'homme appelé Mason en faisant tourner la casquette de vétéran entre ses doigts. Ses yeux brillaient d'une cruauté que Walter connaissait bien, le même regard qu'il avait vu sur des champs de bataille lointains de décennies auparavant. Walter ne répondit pas. À 68 ans, son corps s'était peut-être affaibli par le temps, mais ses yeux restaient fixes, observant chaque mouvement de ses agresseurs, tandis que les autres clients du café fixèrent leur assiette en faisant semblant de « rien ». Walter sentit le poids du médaillon militaire qu'il portait caché sous sa chemise. Ce petit objet en métal contenait plus d'histoire que n'importe lequel de ces jeunes hommes. « J'attends une réponse, vieil homme », le narga Masonen s'approchant encore plus près. Où est-ce que l'Ageta aussi pris la voix? « Tu ne sais pas qui je suis », dit enfin Walter d'une voix grave et calme qui contrastait avec la violence de la situation. « Et c'est le seul avantage que j'ai en ce moment. » Le rire de Mason résonna dans le café silencieux. « Et pour qui te prends-tu? Un héros de guerre, un grand homme ?» Il jeta son chapeau en arrière qui frappa Walter à la poitrine. « Tu n'es qu'un vieil homme qui s'est trompé d'endroit, Walter », ramassa le chapeau avec dignité, l'essuya soigneusement avec sa manche et le remit sur sa tête. Ses doigts, marqués par le temps et de vieilles cicatrices, tremblaient légèrement. Non, pas de peur, mais d'une colère contenue, qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Personne dans le café n'aurait pu imaginer que ce vieil homme avec une canne avait dirigé l'une des unités d'élite les plus décorées de l'histoire militaire, que ses mains qui semblaient maintenant fragiles avaient sauvé de dizaines de vies. Sur le champ de bataille, que derrière ses yeux fatigués se cachait un stratège qui n'avait jamais perdu une seule bataille. « C'est ta dernière chance de partir de ton plein gré, vieil homme », menaça le deuxième homme, un type avec tatouage dans le cou et les poings serrés. Walter se contenta d'acquiescer comme s'il acceptait la situation. Avec des mouvements délibérément lents, il s'appuya sur sa canne et se dirigea vers la porte. Les hommes s'écartèrent en satisfaits de leur apparente victoire. Personne ne remarqua que Walter laissa discrètement tomber une carte de visite avec le nom du café et l'heure griffonnée à la hâte dehors. Le ciel menaçait de pleuvoir, Walter boitait vers le banc du parc en face, s'assit avec difficulté et, les mains qui tremblaient en plus, sortit un vieux téléphone de sa poche, qu'il gardait depuis de décennies dans un seul but. Il y avait 3 numéros programmés, hôpital d'urgence et brigade. Son doigt s'attarda un instant sur le dernier avant d'appuyer. Une pression, 2 sonneries, puis une voix grave répondit « Je pensais ne plus jamais entendre ce téléphone. Sonnaire !» dit la voix à l'autre bout du fil. « Code rouge, café central. 3 cibles » répondit simplement Walter. « Je suis trop vieux pour ça, Marcus. » Un bref silence suivit, chargé de souvenirs de guerres lointaines et de promesses faites dans les tranchées. « Combien de temps ?» demanda Walter. « 12 heures, » répondit Marcus. « Tenez, bon commandant. » Walter raccrocha le téléphone et regarda à nouveau le café à travers la vitre. Il pouvait voir Mason et ses copains en train de rire, racontant probablement à tout le monde comment ils avaient chassé le vieil homme noir de l'établissement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Walter Davis n'avait jamais été qu'un vieil homme et que maintenant, pour la première fois en 30 ans, l'escadron Black Hawk était en train d'être reconstitué. Si vous vous êtes déjà demandé jusqu'où quelqu'un peut aller pour défendre sa dignité, continuez à suivre cette histoire qui ne fait que commencer à se dérouler. Ce que Mason n'aurait jamais imaginé, c'est que ce simple acte de cruauté finirait par réveiller quelque chose de bien plus grand que son esprit limité pouvait comprendre. La nuit tomba sur Riverside tandis que Walter regardait le café depuis son petit appartement, les lèvres encore endolories, mais la blessure à sa dignité saignait davantage. À travers la vitre embuée, il vit Mason et ses acolytes quitter le café en riant comme s'ils avaient accompli une mission héroïque. « Tu n'aurais pas dû revenir », dit Sarah, sa nièce, en posant une tasse de thé sur la table. « Cette ville n'a jamais su quoi faire des héros qui ne ressemblent pas aux statues de la place centrale. » Walter sourit tristement.
Je suis né ici, j'ai le même droit d'être ici qu'eux. Sarah s'assit et regarda son oncle. En tant qu'infirmière, à l'hôpital local, elle était bien consciente de la façon dont la ville traitait les gens comme eux. Shérif ne fera rien, continua-t-elle. Mason est le neveu du maire Tout. Les plaintes contre lui ont été étouffées depuis qu'il est adolescent. Le regard de Walter se fixa sur le vieux téléphone posé sur la table. 12 heures. C'était le délai promis. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sarah Ann, remarquant le combiné. Ma ligne directe avec le passé, répondit Walter, la voix soudainement lointaine. Un passé que j'ai promis d'enterrer sur le mur. Une photographie. Sépia montrait 5 jeunes hommes en uniforme militaire. Au centre se trouvait un jeune Walter au regard intense que le temps n'avait pas effacé. L'armée ne savait pas quoi faire de soldats noirs hautement entraînés, expliqua-t-il en ouvrant un tiroir et en sortant des coupures de journaux jaunis. Ils nous ont donc envoyés en mission où personne ne revenait, et nous revenions toujours. Les gros titres partiellement effacés parlèrent d'opérations secrètes et de l'escadron Black Hawk. Aucune ne montrait le visage des soldats. Nous étions des fantômes, poursuivit-il, envoyés dans des endroits où les soldats américains n'étaient officiellement pas autorisés. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Demanda Sarah, stupéfaite. C'était la condition de notre liberté. Le silence absolu en échange des honneurs et des pensions. À ce moment-là, Walter vit 3 voitures approcher lentement Mason et au moins 6 autres hommes, tous portant ce qui semblait être des bidons d'essence. « Sarah, prends tes affaires et va chez ton ami immédiatement, » dit-elle d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Elle jeta rapidement quelques affaires dans un sac. « Promets-moi de m'appeler, » insista-t-elle. « Passe par l'arrière, ne les laisse pas te voir seul. » Walter regarda Mason positionner les hommes autour du bâtiment. Ils portaient des torches de fortune, ivres non seulement d'alcool, mais aussi du pouvoir qu'il croyait avoir. Walter décrocha le téléphone et compose le numéro. Les choses se compliquent, ils sont là. Combien de temps peux-tu tenir? Demanda Marcus, tendu. Pas assez longtemps. Je dois partir. Point de rendez-vous alternatif compris. Nous sommes en avance. À 4 heures d'un compartiment secret, sous le planche du plancher. Walter sortit un petit sac étanche et une boîte contenant un revolver militaire soigneusement conservé. Le bruit de verre brisé à l'étage inférieur confirmant ses craintes. Ranguant l'arme dans son manteau, Walter sortit dans le couloir arrière et descendit l'escalier de secours que peu de gens connaissaient. Il avait atteint le 2e étage lorsqu'il fut repéré. « Il est là, dans la cage d'escalier », cria un homme. Walter se dépêcha, ignorant la douleur dans son genou. Au 1er étage, il entendit des pas approcher. Au lieu de s'enfuir, il décida de les affronter. Se cachant dans les lombres, il attendit que le premier agresseur soit proche, puis, d'un coup précis de sa canne derrière le genou du jeune homme Walter, le renversa et profita de là. Occasion pour disparaître dans la nuit alors qu'il se cachait dans une ruelle sombre, il entendit de sirènes approcher. Quelqu'un avait appelé la police, mais il savait que cela ne signifiait pas la sécurité. Pas dans cette ville ce que personne. Dans l'escouade Black Hawk ne savait Walter portait un secret bien plus grand que ses missions. Un secret qu'il avait ramené à Riverside après tant d'années. Un secret conservé dans les documents qu'il transportait désormais dans son sac étanche, avec sa médaille d'honneur. Ce secret pouvait changer non seulement le destin de Mason et de ses amis, mais aussi toute la structure du pouvoir de la ville. C'est pourquoi, même à 78 ans, Walter représentait une telle menace qu'il devait être éliminé à tout prix. Alors que les sirènes déchiraient la nuit et que des voix hostiles résonnaient dans les rues désertes, Walter Davis fit ce qu'il avait toujours fait de mieux. Il disparut dans l'ombre, attendant le moment propice pour riposter. Le bruit des moteurs rompit le silence matinal de véhicules garés à la lisière de la ville. Phares éteints, tandis qu'une silhouette silencieuse descendait et se rassemblait autour d'un homme de grande taille, coiffé d'une casquette militaire. Marcus Carter, 75 ans, ancien sergent de l'escadron Black Hawk, passa ses doigts sur la cicatrice qui lui barrait le visage de l'œil à la mâchoire. « Rapport de situation », ordonna-t-il d'une voix qui avait encore le ton autoritaire qui faisait trembler les soldats il y a plusieurs décennies. « Walter se cache dans l'ancienne usine textile », répondit James Wilson, un homme noir aux larges épaules qui, malgré ses 72 ans,
se déplaçaient avec la précision d'un athlète, les hommes de maison patrouillant dans la partie est de la ville. La police locale est impliquée et ignore les appels dans cette zone. Le troisième homme, Raymond Hughes, un homme mince aux lunettes épaisses, déplia une carte de la ville. 2 routes pour entrer, 3 pour sortir. Je suggère d'approcher par la rivière où la visibilité est compromise. Et les documents, demanda Marcus. Walter les a gardés en sécurité toutes ces années, répondit le 4e homme dont la main insécurité toutes ces années, répondit le 4e homme dont. La main témoignait encore de la précision d'un médecin de campagne. Si ces preuves sont découvertes, la moitié du conseil municipal ira en prison, y compris l'oncle de Mason et les shérifs. Dans l'usine abandonnée, Walter observait les lampes torches des hommes de maçon qui fouillaient les rues. Le revolver pesait lourd dans sa poche, lui rappelant une époque qu'il préférait oublier. Son corps souffrait de l'âge, mais aussi des coups qu'il avait reçus dans son esprit. Cependant, quelque chose avait changé. Le commandant qu'il avait été réveillé. Son téléphone vibra. Un simple SMS. « Nous sommes en protocole Falcon 3. » Walter sourit. Falcon 3 était la formation qu'ils utilisaient pour les extractions en territoire hostile. Même après des décennies, le langage de la guerre était resté intact entre eux. Pendant ce temps, Mason était furieux dans le bureau du shérif. « Comment ça, vous ne trouvez pas un vieil homme boiteux? Il a des documents qui pourraient nous détruire. » « Quels documents ?» demanda le shérif, nerveusement. « Le vieux fou était sur le pont cette nuit-là, » répondit Mason en frappant la table. « Il y a 40 ans, quand mon oncle et son père ont nettoyé la ville de 16 manifestants, Walter Davis a tout vu, tout photographié. Les corps, l'aile policier, les politiciens qui faisaient la fête après. Le shérif a étouffé le massacre du Pontet, c'est devenu le secret le mieux gardé de Riverside. 7 militants noirs ont disparu pendant la manifestation pour les droits civiques en 1983. Officiellement, ils n'ont jamais été retrouvés. Officieusement, ils ont été enterrés dans une fosse commune sur la propriété de la famille Mason. Pourquoi reviendrait-il maintenant, après tant d'années, pour nous détruire? Mason répondit. Mon oncle a dit qu'il avait juré de se venger. Je pensais le vieil homme était mort jusqu'à ce que je le voie dans ce café de l'usine. Walter regarda sa montre, 3h42 du matin. C'était l'heure à laquelle il s'était déplacé silencieusement vers l'arrière du bâtiment, où la rivière coulait à travers un ancien canal de drainage. Les eaux remuèrent légèrement et 4 ombres s'émergèrent. Marcus fut le premier. Son corps s'était encore solide malgré son âge. Il serra Walter brièvement dans ses bras. « Commandant, vous avez pris votre temps. » dit Walter sourit. « La circulation. » plaisanta Raymond en ajustant ses lunettes mouillées. James posa une mallette métallique sur le sol. « Nous vous avons apporté quelques cadeaux. » Le 4e homme, le docteur Phillips examina rapidement. « Les blessures de Walter. » Rien d'inattendu. Vous avez connu Pyro Congo. Quel est le plan? Demanda Marcus. Walter ouvrit le sac étanche et montra de vieux documents et des photographies, des preuves irréfutables du massacre du pont. Nom, date, emplacement des corps, aveu signé que j'ai obtenu d'un adjoint, ivre il y a 40 ans avant que je sois contraint de quitter la ville. Pourquoi y avoir attendu si longtemps? Demanda Raymond. Sarah Walter répondit simplement. Ma nièce a trouvé d'anciens dossiers hospitaliers. Des échantillons d'ADN des disparus ont été conservés. Nous pouvons enfin prouver qui se trouve dans cette tombe, mais nous avons besoin d'accéder au système de la police fédérale, dit James en souriant et en montrant un insigne en or. J'ai un petit-fils au FBI. Tout réglé. L'équipe arrive à l'aube. Les hommes travaillent avec l'efficacité de soldats qui n'ont jamais oublié leur entraînement. En quelques minutes, ils ont un plan. Ce ne sera pas une vengeance impulsive, mais une opération calculée pour révéler 4 décennies de corruption et de meurtres secrets. Mais l'équipe ne sait pas que Sarah a été capturée. L'appel arrive juste au moment où ils finalisent leurs préparatifs. Maçon d'une voix triomphante. J'ai votre nièce Walter. Apporte les documents au café où tout a commencé, seule. Sinon elle mourra comme ses militants sur le pont. Le silence qui suivit était lourd. Les vétérans se regardèrent, des décennies de missions impossibles pesant sur leurs regards. C'est un piège, dit Raymond. C'est toujours le cas, répondit Walter en rangeant son téléphone. Allons-nous nous en tenir au plan initial?
demanda Marcus. Walter amassa sa casquette militaire et l'ajusta avec dignité. Non, changeons des stratégies. Cette ville a besoin de voir ce qui s'est passé, pas seulement quelques documents dans une procédure judiciaire. Ils doivent témoigner. Opération Daylight, murmura Jameson faisant référence à une tactique rarement utilisée en temps de guerre. Walter acquiesça au moment où le soleil commençait à se lever sur Riverside. Quelque chose d'extraordinaire se produisit sur les murs de ces meubles, dans les vitrines des magasins et sur des écrans de projection improvisés. Des projections apparurent, des photographies du massacre du pont, des documents officiels des aveux, des cartes du charnier au même moment. Des camions des chaînes de télévision nationale entrèrent dans la ville alertée par un informateur anonyme. Les équipes du FBI étaient stratégiquement positionnées. Dans le café Mason attendait avec Sarah en otage, entourée de ses hommes. Il ne se rendait pas compte que le reste de la Villesse réveillait à la vérité, qui avait été enfouie depuis 40 ans. Walter entra seul dans le café, appuyé sur sa canne apparemment vulnérable, mais tous les vétérans de Black Hawk connaissaient une vérité fondamentale. Parfois, la plus grande force réside dans l'apparence de la faiblesse. Ce que Mason ignorait, c'est que Walter ne transportait pas seulement des documents, mais quelque chose de bien plus puissant. La vérité qui, enfin révélée au grand jour, allait changer Riverside à jamais. Alors que Walter s'avançait vers la confrontation finale, une certitude résonnait dans son esprit. Aujourd'hui, justice serait faite, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence 40 ans plus tôt. Le soleil. Le vent illuminait le café lorsque Walter Davis entra seul, sa silhouette se découpant dans la lumière dorée, sa canne marquant chaque pas avec détermination. Il n'y avait aucune peur dans les yeux du vétéran, seulement le calme d'un homme qui avait affronté la mort à maintes reprises. Mason attendait au centre de l'établissement, un sourire arrogant sur le visage, tenant Sarah par le bras. La nièce de Walter avait une petite coupure au front, mais son regard exprimait plus de colère qu'de peur. « Tu as enfin décidé de te comporter comme un vieil homme obéissant. » railla Mason. Walter sortit une enveloppe jaunie de sa poche. « Lâche ma nièce d'abord, tu n'es pas en position de négocier, répondit Mason en serrant plus fort le bras de Sarah. Ce que Mason ne remarqua pas, c'était le murmure croissant à l'extérieur. Les gens commençaient à se rassembler dans les rusettes fixées les écrans improvisés installés sur le bâtiment environnant. « Savez-vous pourquoi je suis revenu à Riverside après toutes ces années ?» demanda Walter calmement en s'avançant pour mourir, car c'est ce qui va se passer. « Je suis revenu pour tenir promesse. » Walter regarda par la fenêtre. « Je promis à ces 7 personnes avant qu'elles ne soient jetées dans ce fossé qu'un jour la vérité serait connue. » C'est alors que Mason remarqua les projections sur les murs des bâtiments voisins, des photographies en noir et blanc du massacre du pont, son jeune oncle, le père de l'actuel shérif, des politiciens locaux, tous filmés, alors qu'ils traînaient des manifestants dans de camions, des documents officiels, la carte détaillée du charnier. « Ah, qu'est-ce que vous savez balbutier Mason ?» Le visage livide d'Opération Daylight répondit. « Walter, notre escouade, a toujours eu une règle. La meilleure façon de cacher quelque chose est de le mettre. Bien en évidence, les sirènes se mirent à retentir à l'extérieur. Ce n'étaient pas des voitures locales, c'étaient des véhicules fédéraux là. Panique s'empara de Mason. « Tu penses que c'est fini, tu penses que ça change quelque chose ?» cria-t-il en tirant Sarah devant lui pour se protéger. C'est à ce moment-là qu'un bruit métallica résonnait dans la cuisine. 2 des hommes de Massonneau coururent pour voir ce qui se passait, mais ils ont été silencieusement assommés par James et Raymond, 2 vétérans de la Black Hawk qui se déplaçaient comme des ombres à l'arrière du café. Le docteur Phillips attendait déjà dehors pour s'occuper de Sarah. Dès qu'elle a été libérée, personne n'allait croire un vieil homme noir contre la famille la plus puissante de la ville Spat Mason, alors que son dernier homme de main sortait ce arme. « Ce n'est pas seulement ma parole », Walter répondit calmement. « Tous les documents ont été authentifiés par le FBI. Les témoins qui sont tus par peur parlent maintenant. Et ton oncle, le maire est déjà en garde à vue. » Le regard de Mason vacilla pour la première fois. Il était temps que Riverside ait affronté ses démons, dit Walter en regardant par la fenêtre la foule qui grossissait y compris toi. Le mouvement fut rapide. Sarah piqua du pied sur celui de Mason et se baissa juste au moment où Walter l'avait prévu.
Au même instant, Marcus, qui s'était positionné sur le toit du bâtiment voisin, tira avec précision à travers la fenêtre, touchant la main, armée d'un des hommes. Demain, la confusion qui s'ensuivit ne dura que quelques secondes. Walter, avec une agilité surprenante pour son âge, lança sa canne comme une lance et frappa Mason à la poitrine. Le renversant, James et Raymond neutralisèrent les autres hommes avant qu'ils ne puissent réagir. Sarah courut dans les bras de son oncle alors que les agents fédéraux prenaient d'assaut le café. « Comment savais-tu que je l'avais posé ?» demanda-t-elle. D'une voix tremblante, Walter sourit. « Parce que tu es comme ta grand-mère. » Elle ne s'était jamais attendue à être sauvée. Elle s'était toujours sauvée elle-même à l'extérieur. Une foule se formait. Ce n'étaient pas seulement les curieux habituels attirés par les scènes de police, mais des citoyens de tous âges et de toutes origines, le visage marqué par le choc et la honte alors qu'ils découvraient la vérité sur leur ville. Une semaine plus tard, Riverside était méconnaissable. La fosse commune avait été exhumée, les restes identifiés et remis aux familles pour qu'ils puissent leur offrir un enterrement digne de ce nom. Le maire, le shérif et 5 autres fonctionnaires avaient été arrêtés. Mason allait risquer des années de prison pour tentative de meurtre, enlèvement et obstruction à la justice. Walter Davis traversa le cimetière local, où 7 nouvelles pierres tombales marquèrent désormais les tombes des militants assassinés des décennies plus tôt. À ses côtés se trouvaient ses camarades Black Hawk et Sarah. « Vous auriez pu faire ça il y a des années », commenta Sarah. « Pourquoi avoir attendu si longtemps ?» répondit Marcus. « D'abord, nous avions besoin des bonnes personnes aux bons endroits. Il fallait que certains meurent et que d'autres naissent. Avions besoin de toi, » a ajouté Walter, en regardant sa nièce. « Quelqu'un qui continuerait à se battre quand nous ne serions plus là. » Sarah acquiesça, réalisant le poids de l'héritage qu'elle recevait. « La vérité a son propre temps, » a philosophé Raymond, ajustant ses lunettes. « Elle vient quand elle doit venir. » Sur la place centrale, où il n'y avait autrefois que des statues d'hommes blancs à cheval, se dressait désormais un nouveau. Une simple plaque de bronze avec les noms des 7 militants et, en dessous, l'inscription « Le silence protégeait l'injustice, la vérité libère tout le monde ». Cette nuit-là, assis sur le porche de la nouvelle maison de Walter, les vétérans de Black Hawk partagèrent des histoires qu'ils avaient gardées secrètes pendant des décennies. Ils n'étaient plus des fantômes, ils n'étaient plus invisibles, enfin reconnus par la ville qui avait tenté de les effacer. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda James, le corps encore solide malgré son âge. Walter regarda les étoiles, la même constellation qui avait guidé ses missions vers des contrées lointaines. « Nous vivons, » répondit-il simplement. « Pour la première fois depuis longtemps, nous avons simplement vécu. » L'histoire de Walter Davis et de l'escadron Black Hawk n'était pas seulement une histoire de vengeance, elle montrait combien de temps. La vérité peut rester enfouie avant de trouver le chemin de la lumière. Elle montre que le silence peut être aussi mortel qu'une balle et que parfois, le plus grand courage ne réside pas dans le combat mais dans le fait de vivre assez longtemps pour être témoin de la justice dans des villes, à travers le pays. Des histoires similaires restent enfouies saines, attendant que leur propre Walter Davis les mette en lumière.